Salut les marques, salut les smarts, salut peuple le catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire. Le catch-up, grosse goutte d'huiles essentielles. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Je suis votre dinosaure, que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris, votre under tonton Chris, comme l'aime à dire le Raphaël. Et je vous introduis mon tag team partner du jour qui va avec moi reviewer un pay-per-view aujourd'hui, en l'occurrence le Horror Show d'Extreme Rules. Alors, quoi de mieux dans l'horreur que d'avoir deux anciens pour reviewer un pay-per-view. Je célèbre, je dis un énorme bonjour à notre ami Papy. Comment vas-tu, Papy? Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, ça fait plaisir de me faire introduire par toi, effectivement c'est l'horreur. Ah, vous êtes avec la famille, le peuple de Ketchup, là, entouré de votre papy et de votre tonton. Tout devrait bien se Voilà, passer, la normalement. familia. Ah, si, señor. Comment ça va alors? T'étais bien, t'étais au chaud là pour voir le horror show? Ah bah oui, enfin j'étais dans le noir le plus complet, sous ma couverture, fébrilement regarder, jeter un œil en disant: «Qu'est-ce qui se passe dans cette, horreur show?» Surtout qu'en plus en jetant un œil, tu as peur de te le faire arracher. C'est vraiment flippant comme ambiance, je suis ouh là là, j'ai encore des frissons dans le dos rien que d'en parler. Ouais, ce pay-per-view nous promettait tout un tas de choses assez étranges, inédites, qui sait peut-être dangereuses. Nous allons découvrir ça, peuple de Ketchup, tous ensemble, en faisant la review de ce Horror Show Extreme Rules 2020, qui se passe donc au Performance Center. Rien n'a changé, on est toujours en plein Corona Mania, hein, et c'est pas prêt de bouger. Donc voilà, donc on va parler un petit chouille quand même du pré-show, parce qu'il y avait un match de pré-show, alors qu'on ne vous a pas annoncé dans nos pronos, mais il y avait bien un match de pré-show, et en l'occurrence, ce match de pré-show, c'était Kevin Owens versus Murphy, le disciple de Seth Rollins. Alors, est-ce que tu as vu le pré-show, mon papy? Ah moi tu sais très bien ma règle, nos shows, nos pré-shows, je regarde jamais le pré-show, c'est mon dada d'éviter ce moment qui est souvent un petit peu longué avec, les parties micro et les bandes annonces là. Donc, je te laisse décrire le match et me le décrire, que je vais découvrir avec Ouais, c'est pas, je crois que ça a duré 5 minutes, 5-6 minutes. Voilà quoi, ça a commencé en bagarre ah quasiment quand même. dès le début du combat, quoi. Alors moi j'étais un peu surpris, hein. Moi je regarde le pré-show, mais si tu veux, je mets tout en fast forward, je ne regarde que le combat, quoi, pendant le pré-show, quoi. Je regarde pas tout le blabla, quoi, parce qu'il y avait effectivement, comme d'habitude, énormément de blabla, quoi. Et juste, on a pu apercevoir Devon Dudley qui était présent, tu sais, qui est dans les coulisses, lui, et dont Oui, il a un fils de 18 ans qui apparemment serait assez prometteur et devrait pas tarder à débarquer au Performance Center. d'accord, à suivre. Voilà, juste pour l'anecdote. Voilà, donc écoute, grosse baston entre l'Australien et le Canadien, assez équilibré, assez rapide. Voilà, il va y avoir plusieurs near fall, évidemment. Écoute, c'est Murphy le heel, hein, Kevin Owens le face, pour rappeler un peu à tout le monde, parce que Kevin Owens, ça fait pas très longtemps en fait qu'il est revenu, puisqu'il a fait un gros stop à Because Corona Mania. Et Mmh. donc un Kevin Owens dans toute sa splendeur de face, et qui, malgré un étranglement de Murphy qui va tenter ça dans les cordes, Owens il va s'en sortir, il va esquiver un saut de l'Australien, il va enchaîner son gros super kick et son stunner pour remporter le match, super bien vendu par Murphy. Alors je précise toujours ça sur les stunners, parce que je trouve que les stunners, c'est une prise tout pourrie quand c'est pas bien vendu. Ah oui, c'est trop moche, ouais. Alors que quand c'est parfaitement vendu, c'est justement archi spectaculaire. Et voilà. Et pour le coup, Murphy, bravo pour ton sailing sur le stunner. Il est du Victoire de ressort. Kevin Owens. Voilà. Victoire de Kevin Owens, le disciple de cette. Et donc passé à la trappe. Un commentaire sur le résultat du match? Bah, là, ça me rassure que tu me dises que Cohen s'est gagné parce que quand même là, il a besoin de victoire parce qu'il a redescendu un petit peu un quart pour aider ses copains donc c'est bien qu'il reste fort quand même, hein. Ouais. Alors on attaque la carte principale. Go! Alors, peuple de catch-up, ça commence parce qu'il y a de la ceinture qui se défend ce soir dans ce pay-per-view d'Extreme Rules. Et on va attaquer direct l'opener avec le WWE SmackDown Tag Team Championship pour un tables match entre les New Day, champions en titre, et Cesaro et Shinsuke Nakamura. J'arrache le Nakamura.
Alors là, on a eu un combat quand même. On en avait dit pas mal de bien pendant les pronos avec la ringside. Et je m'attendais du coup à quelque chose de plus long, mais le combat en lui-même a duré que 10 minutes 25. Mais par contre, globalement, une grosse intensité entre les quatre. Bon, je vais pas tout spoiler mon avis maintenant, mais j'ai trouvé Cesaro, on le dit tellement souvent aussi en même temps, quoi, à catch-up, quoi, mais bon. J'ai trouvé Cesaro assez incroyable, quoi. J'ai trouvé aussi, entre autres, un spear de Biggie que j'ai trouvé complètement fou, quoi. Il y a eu plusieurs passages, quoi. Il y a eu plusieurs passages avec Kofi Kingston aussi, quoi, qui nous a gratifié de quelques sauts assez fous. C'était un match de table. Les matchs de table, des fois, ça peut manquer un peu de rythme, le temps que les gars installent les tables et tout ça. Mais là, c'était huilé, quoi, j'ai envie de dire, entre les quatre. Et du coup, on a pas mal d'actions dans ces 10 minutes. Et même avec les New Day qui vont même empiler deux tables, avec Biggie qui va tenter une superplex sur Cesaro, mais c'est Nakamura qui va retenir l'affaire. Cesaro, il va donner, là on va rentrer un peu sur la fin de match, il va donner pas mal d'European uppercut et de coups de poing à Biggie pour le sonner, le faire quasiment retomber sur les tables. Cesaro va le rejeter sur le ring. Vraiment, ça n'arrête pas Cesaro. Et Cesaro, en fait, quand je relis mes notes, je me rends compte Cesaro. Ah, il était partout. Hein. Il était partout, quoi. Vraiment partout, quoi. Et alors, finalement, Kofi Kingston, sur la fin, réussit à choper, à mettre tout le monde hors du ring. Il ramène Cesaro dans un coin. Il lui met un bon gros coup. Il le place sur le coin. Il veut coller un super Hurricane Rana sur les tables. Mais pas de chance, Cesaro le retient. Nakamura, il vient l'aider pour le porter sur les épaules et exécuter une grosse, méga, super power bomb sur les tables qui étaient déjà préalablement empilées. Et du coup, we got new champions. New champs. Yeah! Cesaro et Shinsuke Nakamura deviennent les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Cesaro, 7e titre par équipe en carrière, avec un 3e partenaire différent. 1er titre par équipe pour Shinsuke Nakamura. Voilà. Derrière, ils iront voir Michael Cole et ils iront faire les coques pour poser fièrement avec les nouveaux titres. Mon papy, qu'as-tu pensé de cet opener et de ce Tag Team Championship de SmackDown? Bah oui, c'était, alors comme tu l'as décrit, c'était court mais intense en fait. Et effectivement, ça n'arrêtait pas pour un match des tables. Ils n'ont pas pris trop le temps de les poser, de bien fixer la fixation pour que la table ne se replie pas, etc. Ils ont enchaîné. Et je me souviens même pas de quand est-ce qu'ils ont fait les piles de table, tellement c'était vite, parce que du coup, ça t'évite de t'attarder et de te dire, bah tiens, il l'a posé là pour faire ça. C'est comme ça n'arrête pas, tu n'as même pas le temps de voir, d'analyser, de voir ce qui va se passer, quoi. Donc, effectivement, c'était plutôt bien. Cesaro en grande forme, là en homme fort du duo, je trouve, toujours, hein, c'est toujours lui qui prend le micro, qui prend le domination sur le match, qui fait le finish. Là en 2 soirs, on a 2 fois, ou 3 soirs, enfin bref, ça fait 2 fois de suite qu'on a Cesaro qui passe, des adversaires à travers des tables. Il est, ultra dominant Cesaro, et puis, bah, du coup ça donne enfin c'est des dynamiques qu'on n'attendait pas dans le duo. Au début forcément tu te dis: «Bah, on a le main eventer, Nakamura et le mid-card, Cesaro», et finalement les positions sont inversées, et je trouve que ça donne vraiment une bonne dynamique à l'équipe. Et puis, bah, enfin je pense que sans, mentir, c'est ce que on attendait tous, un peu cette victoire pour relancer un peu la division, et puis pour relancer cette équipe qui mérite de gagner, et puis d'avoir un peu de lumière sur elle. Donc, bah, ravi de cet opener. Ouais, on en parlait dans l'analyse de SmackDown et dans les pronos d'Extreme Rules, quoi. De toute façon, on espérait un bon match et on avait, je crois, tous les trois pronostiqué la victoire de Cesaro Nakamura. Donc, bonne pioche sur ce match. Et, Ça sera pas toujours le cas. Et ça ne sera pas toujours le cas. Non, ça ne sera pas toujours le cas. Alors, derrière, on va enchaîner avec un nouveau match pour un championnat, puisque là, on va enchaîner encore pour le show bleu. Le WWE SmackDown Women's Championship. Donc, qui doit s'opposer Bayley et Nikki Cross. Voilà. Alors, je crois qu'on avait donné tous les trois à nouveau Bayley sur ce match. Non, moi j'avais été naïf et je m'étais dit qu'il y aurait peut-être la surprise Nikki Cross. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu vois, C'était mon pari du soir. Que je me remémore la review de ce week-end. Oui, exact. T'as raison, t'avais donné Nikki Cross. Ah ouais, bah. Donc, match de 12 minutes 20. Donc, elles ont eu un petit peu plus de temps
que pour l'opener. Voilà, ça va être un match où il va y avoir un peu d'observation au départ, un peu de mat wrestling, un peu de chain wrestling. Finalement, Bayley va venir coller une première claque sur l'Écossaise, qui va évidemment lui rendre la claque. Et à partir de ce moment-là, ça va commencer à se lancer. On va rentrer en mode Nikki Cross furieuse, Bayley furieuse. Et du coup, ça entraîne un gros match de fureur entre les deux filles qui vont s'enchaîner les dropkicks, les crossbody. Gros crossbody de Nikki Cross d'ailleurs à l'extérieur du ring. C'était une de ses spéciales d'ailleurs déjà à NXT quoi. Hein. Elle était régulièrement, elle nous sortait des gros crossbody comme ça quoi. Et voilà, on va avoir aussi le spécial de Nikki Cross quand elle bloque dans le rideau du tablier du ring. On va avoir de quoi on va avoir pas mal. En fait, j'étais assez étonné en relisant le truc avant de t'avoir mon bon papy quoi, parce que j'avais pas eu la sensation sur la vision du pay-per-view du moment qu'il y avait eu autant de moves et finalement effectivement il y a quand même ça a quand même bien Ouais, bougé. surtout Nikki Cross, hein, elle a fait pas mal de neckbreakers de mémoire. Elle en a fait plusieurs dans le match. Ouais, alors comme Sacha est présent, Sacha elle va pas apprécier non plus forcément le traitement que donne Nikki Cross à Bayley, à sa copine, et donc elle va tenter aussi de déconcentrer la challenger pour permettre à Bayley d'ailleurs à un moment de placer un Bayley to Bayley pour le compte de 2. Derrière, on aura une grosse superplex, encore une fois de Bayley. Quoi. D'ailleurs, je ne me rappelais pas avoir vu Bayley tenter des choses aussi. Les superplex, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu faire ça. Et voilà, donc on va avoir quelques tentatives de tomber, quelques roll-up, hein, parce que quand même, quoi, on est un petit peu chez les filles, donc il faut tenter. Nikki, sur la fin du combat, elle va traîner Bayley hors du ring avec un neckbreaker. Elle est pas loin de remporter le match à ce moment-là. Hein. Il y a un gros near fall de Nikki Cross qui effectivement a pu te faire bondir, mon bon papy. Et finalement, c'est Sasha Banks qui va refiler un coup de poing américain, hein, si je ne me trompe pas. Yes. Et du coup, la meilleure amie va essayer de détourner l'arbitre pour permettre à Bayley de coller ce coup de poing dévastateur à Nikki Cross. Derrière, Bayley, elle n'a plus qu'à appliquer son faceplant pour remporter le match. Voilà, une grosse tricherie à nouveau encore, hein, pas beau les filles. Et Bayley reste championne de SmackDown. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, mon papy? Une fois la déception passée de la défaite de Nikki Cross. Oui, voilà, c'est la déception sur une tricherie. Je pensais vraiment mais c'était peut-être pas le moment qu'elle arrive à surmonter toutes les tricheries. Il fallait peut-être vraiment que Bayley soit full heal. C'est peut-être pas pour tout de suite. Peut-être que le feel good moment sera pour plus tard. J'ai plutôt apprécié le match. Hein. Nikki Cross, elle était au haut niveau. Je me demande, alors j'ai pas les listes de matchs en tête, mais je me demande si c'est pas la meilleure défense de titre de Bayley depuis qu'elle s'impose le titre il y a un an. J'ai pas souvenir d'une autre rivalité où on a eu un match aussi intense, où effectivement, comme tu le dis, Bayley a sorti pas mal de moves qu'elle sortait plus depuis très longtemps. Nikki Cross a été plusieurs fois très dangereuse. Enfin, j'ai le souvenir de ses neckbreakers. À chaque fois, c'était Eric Rack pour le tomber. Donc ouais, j'ai plutôt bien vécu ce match, plutôt bien suivi. Le finish, bon, pas clean, mais bon, ça laisse Nikki Cross plutôt forte. J'espère vraiment qu'ils vont capitaliser sur sa nouvelle position dans la carte et la garder bien en haut. Et voilà quoi. Donc ouais, elles ont eu 12 minutes, comme tu disais, pour faire le show. Elles ont plutôt fait le show. Donc bravo mesdames, continuez comme ça. Ok. Non, écoute, les 2 premiers matchs de la carte, en tout cas, se sont passés, ont eu un certain temps, et puis voilà, on a des nouveaux champions et on a une championne qui conserve et puis qui est dans le momentum, quoi. Ça, on peut pas de toute façon dire le contraire, quoi. Ouais, Bayley, les histoires racontées sont sympas là pour l'instant. Bayley et Sacha sont partout en ce moment. Elles bossent comme des folles. Elles sont à NXT, elles sont à SmackDown, elles sont à Raw, elles font les pay-per-view, elles défendent les ceintures. Moi, je n'ai rien à redire là-dessus. Hein. Voilà, quoi, ça work. Et finalement, bon, bah voilà. Moi, je m'attendais à la victoire de la championne, donc pas de grosse surprise à ce niveau-là, quoi. Pas de déception. Allez, sans transition, on passe. On va avoir un petit Firefly Funhouse avec un Bray Wyatt qui débarque un peu déguisé en vampire, en vampiro, qui nous accueille pour le horror show du jour. Il va nous présenter un espèce de nouveau personnage, voilà, une main qui sort de terre. Bon, ça passe assez vite avec Wyatt qui va engueuler la main. Voilà.
voilà, il nous assure bien évidemment qu'il va être dans son élément ce soir et que Braun Strowman n'arrivera pas à faire peur à son ancien mentor. Du coup, derrière, on s'attend à un match pour le United States Championship. Mais là, voilà, Apollo Crews, no show. Eh oui, surprise. Voilà, surprise, surprise, pas d'Apollo. Donc évidemment, le MVP débarque sur le ring avec Bobby Lashley. Il va nous rappeler un petit peu finalement l'historique de cette feud qui en est une sans en être une, puisqu'on ne voit plus du tout Apollo Crews depuis depuis bien 3 semaines, un mois maintenant. Et en fait, il s'avère que les nouvelles sont pas bonnes, puisque Apollo a bel et bien contracté le Covid-19. Malheureusement pour lui. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas dit pendant le pay-per-view, bien évidemment. Hein. Voilà, c'est juste la MVP fait juste monter la sauce pour nous dire que Apollo Crews, il est blessé à cause de Bobby Lashley et de sa Full Nelson, et que comme Crews fait un no-show, il devient de facto le nouveau champion avec la nouvelle ceinture. Il se déclare nouveau champion et basta sur le titre US. Papy. Voilà. Et autoproclamé, je le précise, ça aura son importance dans la soirée. Il est autoproclamé champion, notre ami MVP. Il s'autoproclame champion, ouais, tout à fait. Voilà, donc advienne que, enfin, j'ai pas encore vu l'Euro, donc on verra si derrière ça, il y a une suite derrière avec peut-être une remise en question de ce statut. Mais voilà, il s'est autoproclamé champion. Si Apollo était pas là, on le sentait qu'il serait, enfin, depuis 3 semaines on le voyait pas, on avait des doutes sur sa présence. C'est confirmé, il est pas là. C'est un peu dommage, quoi. Enfin, je trouve dommage de faire ça me fait rappeler un peu le Reigns qui a annoncé absent de WrestleMania la veille, quoi. Je pense qu'à partir du moment où il y a le coronavirus, tu pouvais éviter de faire le segment de il était pas là, donc je suis champion par défaut en pay-per-view, tu vois. Enfin, je sais pas, moi je suis pas très fan de ce genre d'entourloupe où tu sais depuis très longtemps que le mec sera pas là et puis tu es dans le pay-per-view pour le dire, quoi. Donc petit carton jaune pâle, on va dire, pour ce choix. Ah ouais, non, mais moi je suis comme toi. Hein. Moi pas carton jaune tout court. Voilà quoi, parce que franchement, moi je trouve que c'était un peu abusé, qu'on se foutait un peu de la gueule du monde. Voilà, c'était dit dans tous les reports que Apollo Crews, il y avait un problème, il y avait quelque chose qui allait pas, qu'il était soit blessé, soit ceci, soit cela. Le work avec Bobby Lashley, qui l'aurait blessé, personne n'y croyait de toute façon. Donc voilà, je pense que là, c'était quand même un peu abusé. MVP, heureusement, il restait que 2-3 minutes sur le ring et puis l'histoire a été vite évacuée parce que bon. Ils auraient pu filer 2-3 minutes au match de l'ouverture, hein. Ouais, voilà, ouais, on aurait pu. Pour l'Euro. Ouais, clairement. Ouais. C'est aussi bien, hein. On aurait pu s'offrir un match un opener de 15 minutes. Ça n'aurait pas été un scandale. Voilà. Lolo. Allez, basta sur le United States Championship. Alors là, on part à un match où il n'y a pas une ceinture en jeu, mais par contre, la stipulation de ce match provoque un certain malaise dans pas mal de chaumières, puisqu'en l'occurrence, derrière, on a le fameux Seth Rollins versus Rey Mysterio pour le An Eye for an Eye match. Alors, le malaise commence d'entrée, puisque Seth Rollins arrive sur le ring déjà armé d'une pince multiprise. Oui. Donc, c'est derrière. Et Rey Mysterio commence, alors là, pour un tel top babyface que lui, il arrive par derrière, durant son entrée, pour s'en prendre à Rollins. Quoi. Donc, ça met dans l'entrée du truc. C'est-à-dire que là, même Rey Mysterio, en tant que face, va faire les pires saloperies ce soir. Quoi. Alors là, écoutez, c'est un match quand même assez étrange. C'est un match qui dure 18 minutes, où il se passe pas mal de choses, en fait, j'ai envie de dire de catch classique, finalement, qui est plutôt pas mal, parce qu'on a deux gros workers quand même dans le ring, quoi. Donc évidemment, comme c'est une stipulation assez particulière, ils vont chercher à aller prendre des outils, des objets, etc., etc. Aller chercher une pince, sortir une boîte à outils, sortir une barre de fer. On va avoir Rollins aussi qui va choper un kendo stick. Pour arracher un œil, un kendo stick, je suis pas forcément sûr que ça soit super efficace, mais bon. Voilà, donc le champion, l'ancien champion universel, il va essayer de percer l'œil de Mysterio quand même avec ce kendo stick. Il va y avoir derrière, on va avoir des tentatives un peu de catch classique avec des tentatives de 619, on va avoir du drop kick. Je les ai trouvés bien chauds, bien en jambes.
Voilà, on a eu droit au Falcon Arrow du Seth Rollins. Voilà, tout ça, ça continue. Ça va passer autour du ring avec des projections dans les barricades. Rollins va se choper aussi, lui aussi, la barre à un moment, quoi. Alors, la barre, c'est une espèce de barre fine, un peu, je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'était, comme un truc de police ou j'en sais rien. La barre quoi. de fer. La barre de fer, ouais, la barre de fer, ouais, d'accord. Donc voilà, donc il va y avoir tout un tas de tentatives des mecs à différentes occasions pour se retirer ce fameux œil. Alors je t'avoue, moi j'ai du mal à le commenter parce que déjà la stipulation en elle-même me posait un tel problème que je me demandais, en fait pendant tout le combat, j'ai pas arrêté de me demander mais comment ils vont bien pouvoir finir ce match. Et oui. Finalement au bout d'un moment, en tout cas me concernant, je ne pensais qu'à ça. Voilà quoi. Donc en fait, les deux gars se livrent une guerre, de 18 minutes, un peu malsaine, dans laquelle chacun tente de crever l'œil de l'autre, quoi. C'est génial, quoi, tu vois. Voilà, je sais pas. J'ai du mal. En fait, tous les moments où on a eu du bon catch, on a eu une sit-out Senton, on a un gros frog splash sur Rollins. Tu vois, tous ces moments-là, en fait, quand je retrouvais du catch, ça allait. Mais au bout d'un moment, je me disais, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, qu'est-ce qui va se passer finalement? Au bout d'un moment, ça arrive, quoi. Hein, parce que le Messi, il lui colle un Kurt Stomp. Non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est mystérieux. Il esquive justement et il profite de la situation pour coller un curb stomp à Seth Rollins. Donc voilà, il pique le finisher au méchant. Il nous montre un œil, le mystérieux, il va enlever le cache-œil qu'il y a sur son masque et il va nous montrer qu'il a un œil blanc, donc il a déjà un œil foutu en fait. Quoi. Donc en fait, je me dis, Mysterio, s'il perd le match, il finit aveugle. Quoi. Oui. Grosso merdo, il va lui falloir une canne blanche au Rey Mysterio pour pouvoir retourner sur un ring après ça. Quoi. Mais voilà, le Seth Rollins va retourner la situation puisqu'il va coller un low blow au Roi Mystère. Il va lui coller un super kick. Il met KO le Rey Mysterio avec ce super kick. Et là, il lui reste plus qu'à planter l'œil. Et donc, en fait, voilà, c'était ça. Voilà, le finish, c'est il plante l'œil de Rey Mysterio sur les escaliers comme quelques semaines auparavant. Qui sort de son orbite, je ne sais pas si on peut dire ça. Voilà. C'est ce qu'il prête en tout cas. Voilà, c'est ce qu'il prête en tout cas. Et cerise sur le gâteau, Rollins dégueule à la vue de l'image. Et tout ça sous les jeunes de NXT qui nous chantent des shame, 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 shame. Et il sort la tête basse. Donc, du coup, vainqueur, Seth Rollins dans un match de 18 minutes. J'ai envie de dire, papy, t'as eu mal pour Rey Mysterio, toi aussi? J'ai eu mal pour ma capacité à croire les catcheurs, en fait. Je t'ai laissé dérouler là, j'essaie de pas trop intervenir parce qu'en fait, je pense exactement comme toi. C'est-à-dire que la partie catchesque, elle était très bien. Franchement, ils ont fait des super enchaînements, des belles prises. Les 2 avaient une belle alchimie entre 2, c'était vraiment joli à voir. Mais tout le tour, enfin tout le High for High match, tout le temps, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'ils vont nous trouver, en fait?» Et parce que je croyais pas, en fait. Ça, c'est marrant parce que je suis prêt à croire l'Undertaker qui apparaît, disparaît, mais ça, j'y croyais pas, qu'ils allaient, s'enlever un œil. En plus, je comprenais enfin, je voyais même pas ce qu'ils constataient parce qu'à chaque fois, qu'il se faisait un coup sur l'œil, tu avais le mec qui mettait 2 mains sur les 2 yeux, donc je voyais pas ce que tu pouvais constater. Qui disait: «Ah, bah, ouais» et puis là: «Non, le match continue». Bah, ouais, si tu veux, hein, voilà, il fallait peut-être attendre que le premier qui vomisse, ils auraient dû faire ça comme stipulation, un vomito match. Le premier qui vomit a gagné. Mais et puis voilà, le finish, je l'attendais plus, je savais pas, j'ai alors le catch très bon, mais l'histoire racontée, j'ai pas accroché du tout. Je suis pas rentré dans le délire et du coup, c'est malgré un match bon, c'est un match qui m'a refilé aucune émotion. Voilà, c'est bizarre. Bah ouais, parce que moi, en fait, cette stipulation que je trouvais qui avait pas de sens, alors qu'effectivement, sur la qualité du catch proposé entre Rey Mysterio et Seth Rollins, on avait moyen, dans un match classique, dans un single match, avec un tombé ou soumission, on aurait pu, au final, se dire que ouais, on avait assisté à un super match, quoi.
Tout à Mais fait. pendant tout le match, bien évidemment, vu la stipulation, ça a été parasité avec ces trucs de je prends des outils pour percer l'œil. Et puis finalement, de toute façon, j'utilise pas un outil puisque j'utilise exactement la même ficelle de quelques semaines auparavant. Et je te dis, j'ai pas pu me retirer de l'esprit. Alors, vous nous direz dans les commentaires, Peuple de Catch-up, si ça vous avait fait ça, hein, mais je n'ai pas pu me retirer de l'esprit tout le match. Mais comment ils vont terminer ce match, quoi. C'est ça. Et, Ça te parasite, en fait. et voilà. Et du coup, quand la fin de ce match est arrivée, quand même après 18 minutes, quoi, tu vois, on n'a pas eu un petit match de catch, quoi. On a eu quand même 18 minutes, un main event d'Euro en ce moment. Et voilà. Donc, effectivement, moi, ça m'a laissé complètement sur ma faim et quasiment indifférent à la fin. Et même, je me serais même passé du dégueulis de Seth Rollins, je t'avouerais. Je m'en serais passé. Non, et en fait, ils l'ont rendu réaliste ce match-là, alors que l'idée de base est totalement enfin pas débile, mais ouais, folle. Et ils ont rendu ça en mode réaliste. Donc, du coup, comme tu crois pas, un truc où tu fais semblant que c'est vrai, alors que c'est manifestement faux, tu rentres pas dedans en fait. Ouais, ouais, tu rentres pas dedans. Ouais. Ouais. Voilà sur le match Seth Rollins versus Rey Mysterio. Derrière, on retourne sur un match pour des ceintures, puisque là, on retourne dans la division féminine et on va assister au match pour le WWE Raw Women's Championship qu'oppose Asuka, la championne, à Sasha Banks, qui donc préalablement a aidé sa copine à conserver son titre de SmackDown. Et alors là, on va avoir un match de 20 minutes, un petit peu plus de 20 minutes 12 très exactement, entre les deux femmes. Alors là, les amis, moi, j'ai même pas envie de vous faire le play-by-play parce que moi, je vais vous donner mon avis directement. Parce que moi, jusque les 40 dernières secondes, j'ai adoré ce match. Voilà, voilà, les deux filles ont eu des phases de domination. Alors, il y a eu quelques botches. Il y a eu quelques conneries. Il y a eu Sasha Banks qui s'est cassé la gueule de la deuxième corde en voulant descendre et qui a fait une espèce de truc de style j'engueule l'arbitre, voilà quoi, pour essayer un peu de se sortir de son gros botch. Parce Je que suis blessé au genou. Ouais, voilà, je suis blessé au genou. Parce que vraiment, ça s'est vraiment vu. Il y a eu une deuxième phase de botch où elles étaient au sol toutes les deux et où elles ont foiré l'une après l'autre en fait une tentative de soumission, mais pas parce qu'elles se contraient, mais vraiment parce qu'elles l'ont foiré quoi. You fucked up. Et donc voilà. Mais finalement, moi ça c'est les botches, c'est marrant. Voilà, je les ai constatés comme n'importe quel suiveur de catch quoi. Mais comme tout s'enchaînait et comme elles étaient acharnées l'une et l'autre et qu'on a eu le droit même à quelques trucs un peu originaux. Et entre les deux, quelques moves que j'avais me rappelais pas avoir vu entre elles, en particulier dans les matchs en tag team. Et voilà, on a eu le droit à des Belgian suplex, si vous voulez, si vous voulez, mes amis. Hein, donc pour nos amis belges qui nous écoutent, quoi. Voilà, Asuka rend des hommages à la Belgique. Et voilà, toujours avec son hip attack suivi avec son hip attack, quoi. Et vraiment, vraiment, vraiment en tout cas, un gros match de 20 minutes entre les deux femmes. Ça va se mettre joyeusement. On va avoir, évidemment, comme il y a Bayley, il y aura aussi Kairi Sane aussi qui va être là, quoi. Et pendant cette période-là, ça va être le période où la japonaise va décider d'utiliser son Green Mist. Et là, pas de chance, Banks esquive le Green Mist et c'est l'arbitre qui prend tout dans la gueule. Alors un Rev Bump version Green Mist, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, l'arbitre est complètement secoué, quoi. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, l'arbitre, il s'engueule quand même, parce il se tient, mais en même temps, il engueule Sacha, quoi. Qu'est-ce qui se passe après? Oui, une fois que l'arbitre a reçu. Ah, mais voilà, c'est Bayley, oui, je suis con, c'est le moment. C'est Bayley qui après il fait le coup. Oui, c'est Bayley, bien sûr, oui. Donc voilà, Bayley revient dans le ring, qui était donc elle aussi ringside, et elle va asséner un gros coup de ceinture dans le dos d'Asuka. Elle va enlever le t-shirt de l'arbitre. Alors l'arbitre, lui, d'ailleurs, il se fait enlever son t-shirt et il dégage du ring à la vitesse de la lumière. Elle va enfiler le t-shirt de l'arbitre. Elle va taper 3, déclarer le tombé pour Sasha Banks et déclarer Sasha Banks nouvelle championne. Alors, ce qu'elle va faire derrière, c'est qu'elle va quand même ordonner au timekeeper de sonner la cloche pour rendre la chose officielle. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris sur l'instant. Elle déclare comme la nouvelle championne d'Euro. Et à ce moment-là, à aucun moment, ni les commentateurs, moi j'ai vu la version américaine,
Donc en tout cas, à aucun moment les commentateurs américains, ni d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ne remettent en cause la légitimité de la victoire. Et donc finalement, quand Sacha et Bayley retournent vers le titre en tronc, à ce moment-là, on pense qu'effectivement, Sacha Banks est la nouvelle championne d'Euro. Donc toi, Papy, à ce moment-là, quelle est ton analyse, puisqu'on est là pour analyser? Bah, moi, à ce moment-là, déjà, je suis deg parce que j'avais parié sur Asuka vainqueur. Ouais, moi aussi. Mais, enfin, Et Raïssa, il avait raison. je suis deg sans trop y croire, en fait. C'est-à-dire que enfin, et c'est là où je commence à interroger un peu ma capacité à croire ce qui se passe dans le catch parce que je me dis, mais c'est débile, en fait, cette histoire. C'est-à-dire que sous prétexte que tu voles un maillot d'arbitre, bah, ça y est, le, le, le titre féminin devient un titre 24/7 où tu peux faire un tombé par le premier qui passe et puis qui décide de faire un tombé. Tu vois, c'est même pas un. Bailey, c'est même pas un officiel ou quoi que ce soit. Ça aurait été, je sais pas moi, Stephanie McMahon qui arrive et qui met le truc de l'arbitre. Encore, je peux la limite le croire, tu vois. Mais là, pourquoi c'est Bailey qui prend le maillot et pourquoi c'est qui fait le tomber? Enfin, j'ai pas apprécié du tout ce finish là. J'ai l'impression que mon cerveau était vraiment trop pris pour un con et ça m'a pas trop plu. Par contre, pour revenir au match, effectivement, quelques botches. J'ai trouvé que les caméras étaient pas forcément placées pour mettre en valeur certains moves où on voyait Asuka qui se prépare à recevoir le coup ou à un moment où les deux sont à terre et tu vois Sacha qui tapote un peu Asuka pour voir si tout va bien. Enfin, c'est des détails, tu vois, enfin, pour un show monté, c'est comme couillon de laisser ce genre de truc, quoi. Mais sinon, effectivement, elles ont fait un drôle de match parce qu'elles ont été plutôt originales dans leurs enchaînements. C'était prenant. Donc, quelques réglages à voir parce qu'elles ont peut-être pas l'habitude d'être ensemble. Mais sinon, le match était en tout cas plaisant malgré les bugs, comme tu disais. Et le finish, par contre, bah, comprends pas. Moi, il y en a pas à comprendre. Comme tu dis, personne ne remet en question, alors que manifestement, c'est pas vraiment elle la championne. Et en tout cas, ils le disent pas. Donc, bah, voilà, c'est Voilà. bizarre. Bizarre comme choix. Alors du coup, il y avait de l'intensité quand même, parce qu'avec la présence de Kerry Zane, la présence de Bayley, etc., du coup, c'est un match où il se passe des choses, quoi. Il se passe 20 minutes, mais c'est hyper intense entre les filles. Enfin, moi, Mhm. franchement, s'il y avait un match vraiment in-ring à vous conseiller, les amis, Peuple Catch-Up, c'est vraiment ce Asuka versus Sacha, parce qu'il y a quand même, au niveau du contenu, et finalement, bah, les botches, ça fait partie de la vie. C'est Et, ça. et voilà, et le fait qu'il y ait des botches, tant pis, c'est pas grave, ça passait. Vraiment, le botch, moi, qui m'a fait vraiment le plus sourire, ça a été vraiment celui où Sacha se casse la gueule de la deuxième corde, parce que vraiment, elle fait vraiment ça toute seule, quoi. Ah, et Là, par contre, Asuka, elle est loin, voilà. Et puis, il y a le fait aussi que, alors, je ne sais pas si tu auras relevé, mais il y a aussi le fait où on les voit se passer des codes, quoi. oui, bah, On se tire un petit peu le cheveu gentiment, on se tapote le bras. c'est ça, non, mais il y a eu des petits. Enfin, ils ont montré un peu trop de ficelles du match. Oui, Par oui, contre, oui, voilà. Euh, par contre, la chute a été bien rattrapée et par Sacha et par les commentateurs qui ont tout de suite dit ah ça y est son genou a lâché, du coup elle n'a pas pu sortir sa prise. Et le fait qu'elle leur tente pas par derrière, c'est bien parce que ça, tu vois, s'ils avaient juste tombé et puis recommencé le move comme parfois souvent les filles malheureusement le font, ça aurait été dit, bah, on aurait vraiment l'impression qu'elle s'était ratée. Avec là, bah, on se dit, bah, vraiment, peut-être qu'elle a un problème au genou, que le spot d'avant, elle était atterrie sur les genoux, donc peut-être qu'elle est affaiblie. Enfin, tu vois, moi, finalement, ça m'a moins gêné. Je me suis dit, bah, tiens, c'est bien, ça rattrapé. Et en fait, c'est ça qui était bien avec ce match, c'est que même malgré quelques petits loupés, bah, elles se sont jamais arrêtées, en fait. Elles ont toujours continué, toujours continué, toujours continué. On invente des trucs, on rajoute des trucs. Et voilà, effectivement, je te suis dans ton conseil, il faut le regarder ce match. Par contre, éviter de regarder la fin, quoi. Alors, du coup, je me suis trompé, excusez-moi, sur la fin par rapport au commentateur américain, parce qu'en fait, j'ai inversé ma phrase et c'était pas. euh, les commentateurs américains n'ont pas, c'était pas on, mais n'ont pas. Enfin, comment dire ça? En fait, ils ont rien dit, quoi. Enfin, Ouais, ça a été bizarre, quoi. Il y a eu un espèce de moment de flottement. De toute façon, il y a eu un gros moment de flottement, quoi. Et, bon, voilà, je sais pas. Du coup, il va falloir voir Raw, hein, pour ceux que ça intéresse, du coup. Parce que ouais. c'est à Raw qu'on va savoir finalement quelle est la légitimité de la victoire de Sasha Banks. Championne, pas championne. Donc ça, pour ça, mes amis, il va falloir que vous attendiez lundi soir et que vous alliez voir le Monday Night Raw concerné. Encore une championne auto pour l'instant. Voilà, en tout cas, deuxième championne auto-proclamée de la soirée, effectivement. Ouais.
Ouais. Ah, comme quoi, hein. Bah, c'était Des fois, un c'est drôle de simple le choix. catch. Des fois, C'est le un catch, drôle c'est simple, quoi. c'est un drôle de choix d'avoir fait ça le même soir, mais bon, on y va. Ouais. Ouais, allons-y à la WWE, on a peur de rien. C'est Ouais. comme ça. Derrière, on va avoir un petit passage avec Charlie Caruso qui va quand même aller au niveau de l'infirmerie pour l'état de santé de Rey Mysterio, quoi. Hein. Mais apparemment, ils ont de bonnes nouvelles parce qu'elle nous dit que l'œil, il est simplement sorti de l'orbite. Bah oui, C'est y a vrai pas de que problème. tout va bien, quoi. Aucune terminaison nerveuse n'a été touchée, donc finalement, c'était pas si grave cette stipulation, quoi. De quoi vous vous plaignez là? Alors, Seth Rollins, pourquoi t'as vomi? Franchement, c'était pas grave finalement, un œil qui Quelle sort de chochotte. l'orbite. Ah ouais, non, franchement, hein, ces catcheurs, c'est plus ce que c'était, quoi. C'est plus les vadeurs, hein, comme on disait avec Ringside ce week-end. Voilà. Allez, dernier match de championnat de la soirée, qui ne sera pas notre main event, qui sera le WWE Championship, avec Drew le bel homme McIntyre versus Dolph Ziggler. Alors Drew McIntyre, hein, pour remettre le truc un peu en perspective, c'est quand même le champion face le plus fantastique finalement que puisse avoir la WWE, puisqu'il accepte absolument tous les challenges, quoi. Et il va Voilà. encore le prouver, puisque avant que le match débute, Dolph Ziggler va prendre le micro et va annoncer qu'il a choisi la stipulation et que la stipulation, bah, ça va chier des bulles parce que ça va être un Extreme Rules match, mais seulement dans un sens, dans le sens de Ziggy. Drew, il n'y a pas moyen, il ne pourra pas gagner par DQ, il ne pourra pas gagner en utilisant des tables, des chaises, des candlesticks, des scalpels, des AK-47. Non, il pourra pas. Il n'y a que Dolph Ziggler qui peut faire ça. Et du coup, les deux gars, ils se lancent dans la bagarre. Et alors là, on va avoir un match, voilà, pour le titre, quoi, quand même, un match de 15 minutes 25. Avec, alors là, vous connaissez la recette, il y a d'un côté, en fait, la puissance de l'Écossais, et puis de l'autre côté, le selling de Dolph Ziggler. Alors, Dolph Ziggler, moi, je me plais à le rappeler, mais il est quand même Grand Slam champion. Donc, c'est un vétéran, c'est une valeur sûre du vestiaire. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on l'a choisi pour cette feud de transition, finalement, pour le champion. En attendant certainement quelque chose de beaucoup plus big pour SummerSlam. Et voilà, et du coup, Ziggler va exploiter à fond la stipulation en sa faveur. D'ailleurs, encore une fois, hein, mon bon papy, hein, personne n'est là pour redire quoi que ce soit. Il n'y a pas un officiel, un arbitre ou quoi que ce soit qui dit attends, Ziggler, non, Terminé. non, l'auto-booking, non, Dolph, c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas toi qui fais le booking. Open bar. Mais voilà, cet Extreme Rules, voilà, c'était ça, ouais. C'était l'open bar, donc l'horreur dans toute sa splendeur. Et du coup, Ziggler va sortir toute la panoplie, va nous sortir des chaises, faire des fourberies, nous coller des super kicks. Mais on va avoir un McIntyre qui va être bien, bien présent, quoi. Et c'est un bon mur, hein, le McIntyre. Et alors, bon, moi, j'aime bien quand il fait ça, mais il y a eu un moment, en fait, où il a arrêté de sceller, lui, par contre. Alors, autant on parlait du selling de Ziggler, autant, par contre, il y a eu un moment où Drew McIntyre, il a vraiment montré que, voilà, quoi. C'était lui le bonhomme du ring, quoi, que c'était lui le mastodonte du ring. Et à un moment, il a commencé à arrêter de sceller tout ce que lui envoyait le Ziggler. Et là, ça a commencé à chier quand même, clairement. Clairement Ouais. pour Ziggler. Voilà, quoi. McIntyre, il va lui coller entre autres un énorme spinebuster. Où je me disais que là, Ziggler, il allait peut-être avoir quand même la colonne vertébrale légèrement abîmée. Mais voilà, mais le Ziggler va continuer les fourberies. Hein. Il va même lui coller un low blow au bon molosse écossais. Mais bon, le champion va continuer à tenir la route, quoi. Ça va sortir sur la table des commentateurs. On va avoir droit à une belle souplesse sur les commentateurs. On a un Écossais on fire qui va débarrasser la table, qui va coller une belly to belly. Mais Ziggler va lui mettre encore. Ziggler, il lui mettra 2 fois ou 3 fois le doigt dans l'œil pendant le match. Il va lui faire un Faymaster ringside. McIntyre va rentrer pour empêcher le count-out parce que lui, il est toujours sous le coup comment dire, il n'est pas en Extreme Rules, McIntyre, donc il faut qu'il remonte sur le ring. Donc il va retaper, il va remonter, pardon. Voilà, derrière, Ziggler va lui sauter dessus, va tenter un sleeper hold. Mais l'Écossais, finalement, il va s'en dégager. Il va y avoir des projections. McIntyre va toujours parvenir à contrer Ziggler parce que ça va être un peu le truc de ce match. C'est-à-dire que Ziggler va attaquer, va tenter des coups. Mais à chaque fois, McIntyre, il va revenir, il va contrer. À chaque fois, il balancera un ou deux gros moves.
Et hop, derrière, à nouveau, une domination de Ziggler, mais à chaque fois, il y a toujours un ou deux gros moves. Voilà, on aura droit à la slam de McIntyre, etc. Et puis finalement, ça va se terminer. Gros Glasgow Kiss, gros coup de boule des familles. Le Ziggler va tenter un zigzag. McIntyre va réussir à s'en sortir, va se sortir d'un tombé sur un nearfall assez chaud quand même, quoi. Mais bon, finalement, vous savez, c'est quoi un peu l'addition avec Drew McIntyre, j'ai envie de dire, hein, le café l'addition. Ça va se préparer pour un Ziggler qui voulait coller un gros super kick, mais il est accueilli avec une Claymore et avec Drew McIntyre, son finisher. C'est un vrai finisher, c'est-à-dire qu'il le colle une fois, il ne le colle pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il le colle une fois et le mec derrière est séché. Et c'est ce qui va se passer. Dolph Ziggler, carpet au milieu du ring, Drew McIntyre conserve. Papy, qu'as-tu pensé de ce match de championnat du monde entre Drew McIntyre et Dolph Ziggler? Ah, c'est un match intéressant, tu vois. Pourquoi? Alors, une petite précision sur la stipulation, parce que je ne sais pas si tu l'as précisé, mais non seulement le Extreme Rules n'est valable que pour Dolph Ziggler, c'est-à-dire qu'interdiction pour McIntyre d'utiliser des armes, etc. Et en plus, là où c'était encore plus pervers, c'était si jamais McIntyre se faisait disqualifier ou contre à l'extérieur, il perdait le Oui. titre quand même. Tu vois, Oui, tu c'est as raison. Je pas ne l'ai pas signalé au début, mais c'est quand j'en ai parlé au moment où McIntyre est remonté sur le compte de 8. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'il est toujours en speed, McIntyre, de toujours vite remonter sur le ring, de toujours, à un moment, il a la possibilité de frapper, ou de balancer dans Dolph Ziggler à travers une table et il se retient Ouais. pour pas être disqualifié et de pas perdre son titre. Donc ils ont joué ça vachement dans le match et la stipulation était plutôt intelligente. En revanche, je trouve vraiment dommage de pas avoir vendu cette stipulation quelques semaines avant, parce que comment dire? Si on avait le sentiment que Drew McIntyre, était, sensible au pétage de plomb, genre on l'aurait vu la semaine d'avant, se faire disqualifier ou se faire compter à l'extérieur parce que justement il part trop dans son délire à poursuivre Ziggler. Enfin, si on avait pu penser ça à un moment, on aurait pu penser qu'il pouvait craquer en pay-per-view. Mais là, en fait, c'est arrivé au dernier moment cette stipulation, tu vois, quand il était à 2 doigts de craquer, il le faisait bien, hein, il y avait pas de souci avec ça, mais moi du coup je sais pas, enfin, j'ai pas l'impression qu'il allait craquer en fait, parce que je l'avais jamais vu craquer avant dans McIntyre. Donc voilà, j'ai trouvé alors l'histoire racontée dans le match est bien contrairement, au match d'avant, mais par contre c'est la construction des semaines d'avant qui du coup il a été mal vendu ce match-là, parce que le match est très réussi sinon. Ziggler notamment sur la fin, il fait un enchaînement, je crois qu'il fait 2 zigzags, dont il y a un pas sur une chaise en plus et où McIntyre effectivement se relève, de plus en plus limite. Il veut le finir avec le super kick parce que, voilà, son rêve, c'est d'être Shawn Michaels, alors qu'il sera jamais, ne serait-ce qu'un orteil de Shawn Michaels, mais il en rêve, le Ah, pauvre Ziggler. Mais voilà, le Claymore qui est le nouveau RKO, il sort de nowhere et puis il sèche le mec direct. Donc l'histoire racontée dans le match, j'ai trouvé vraiment bien racontée. Là, les 2 mecs ont bien raconté l'histoire par rapport au début du match jusqu'à la fin. Mais ça a pas été bien vendu les semaines d'avant. Du coup, on en parlait là au moment des pronos. On comprenait pas, pourquoi Ziggler se faisait rouler dessus. Puis, finalement, du coup, il a sorti toutes les stipulations possibles, pourquoi pas, mais enfin, ouais, je trouve ça un poil dommage, quoi. J'aurais bien aimé qu'ils mettent vraiment l'accent sur le fait que McIntyre était proche de la défaite parce que les stipulations, jouaient sur ses faiblesses. Là, on les a pas mis assez en valeur, il est vraiment trop, trop, trop fort. Bon après voilà, hein, c'est du bon catch. ça y est, il est de retour, le Non. papy. Ah, ouais, je Ah, t'avais perdu quelques instants, mais c'était pas bien grave. d'accord. Bon, je sais pas si en gros, je disais que Vas-y, reprends, ouais. je regrettais un peu que c'est pas été bien vendu les semaines d'avant, et qu'on n'ait pas assez douté de la victoire de Drew McIntyre, qu'on ne soit pas dit: «C'est le genre de mec qui peut péter un câble», tout ça, parce que le match en lui-même est bien raconté, mais pas assez bien vendu les semaines d'avant. Voilà, c'est ça mon avis sur ce match-là. D'accord. 15 minutes 25, ça te paraît quand même, pour un match de championnat du monde? Moi, tu vois, j'ai trouvé que c'était bien, quoi, qu'ils aient eu du temps comme ça, quoi. On n'a pas eu un Ouais, truc, et j'ai même eu on n'a pas eu l'impression un truc bâclé quand même. ouais, parce ils ont vraiment eu plusieurs phases hors du ring, dans le ring. Ziggler a fait énormément de finishers, là, plusieurs famoussers, plusieurs zigzags. Donc, moi, j'ai même l'impression qu'il était plus long que ça, le match, hein. C'était bien Ouais, dense. ouais. Ah voilà. Ainsi se termine,
j'ai envie de dire le catch classique de ce pay-per-view, puisqu'on va atteindre notre main event. Et ce main event du Horror Show Extreme Rules, c'est un non-title match. Il faut le rappeler, le titre n'était pas en jeu. Dans un non-title Wyatt Swim Fight, voilà, entre Bray Wyatt et Braun Strowman, le champion universel. Alors, on arrive dans la catégorie des matchs, des cinétiques matchs, comme il se plaît à dire depuis le Coronamania. Je sais pas comment vous commentez ça en fait. C'était pas un, tu me reprends, hein, papy, si jamais tu trouves que je dis une connerie ou que déjà c'était pas pour moi dans l'esprit du Boneyard match qu'il y avait eu entre AJ Styles et l'Undertaker, où là il y avait eu un vrai affrontement, même si c'était dans un univers cinétique, etc. Il y avait un vrai affrontement, les mecs se collaient des chokeslam, etc. Là il y a eu beaucoup de mind games pendant les 18 minutes, ça a duré 18 minutes ce main event, beaucoup de mind games. Voilà, ça se passe dans le bayou, voilà, dans la maison du gourou, avec le Braun Strowman qui arrive en voiture, voilà, puisque c'est comme ça, on arrive en voiture, avec le gourou qui est en train de l'attendre sur son rocking chair. Voilà, il lui dit je suis à la maison, là-dessus les lumières s'éteignent. Et quand elle se rallume, Wyatt il a disparu. Et là, Braun Strowman, finalement, il commence sa procession dans le bayou, dans l'univers de la Wyatt Family, finalement. Hein. On est dans l'univers de la Wyatt Family. On retrouve un petit clin d'œil au match face à Cena, puisqu'on a un nouveau panneau avec abandonne tout espoir si tu entres ici. Voilà, et Strowman va rentrer là-dedans, et là, ça va être la maison des horreurs, quoi. Il va être attaqué par des mecs. Il va avoir une apparition d'une Sister Abigail qui va s'avérer être Alexa Bliss, sous cette aura, sous ce déguisement, ce cosplay de Sister Abigail. En fait, c'est Alexa Bliss, quoi, qui va venir toujours jouer les mind games pour le pauvre Braun Strowman complètement déboussolé. Il va se faire attaquer par son double du temps de la Wyatt Family avec le masque de mouton. Il va se prendre un coup de pelle, hein, c'est ça, hein, si oui, c'est ça, le mouton-noir là qui attaque. Voilà, finalement, il va se retrouver enfermé, attaché dans la cabane du gourou. Et puis ça part complètement en couille, hein, pour pour Strowman, quoi. Hein, voilà, quoi. Alors, Wyatt va pendant tout ce temps, Wyatt à chaque fois va faire des longs promos, quoi, où va nous raconter un peu tout et n'importe quoi, quoi. Il va même nous dire que la race humaine c'est qu'une bactérie, quoi, qu'une infection. Donc voilà, gros clin d'œil au coronavirus au passage, tu vois, dont il faut s'éloigner parce qu'il détruit tout sur son passage. Voilà, mais il revient toujours sur son truc avec Strowman en disant qu'ils sont pareils, mais que Strowman il l'a toujours pas compris, qu'il a besoin de Wyatt, qu'ensemble ils pourraient devenir des dieux qui régneront sur le monde, qui seront vénérés, que les gouvernements tomberont et que le monde s'en tirera mieux grâce à eux. Oui. Énorme, limite. Wyatt, ouais, voilà, ouais. Alors, donc voilà, il propose finalement à Strowman de devenir son arme et que Strowman, ça sera les mains, quoi, pour manipuler ce monde et le rendre meilleur. Mais que pour ça, d'abord, Wyatt, il doit détruire Strowman pour le faire redevenir le monstre qu'il était avant, quoi. Mais Strowman lui dit que non, il n'y aura pas de retour en arrière. Et du coup, Wyatt, il lui dit il décide de lui foutre la trouille. Il y a un mec qui s'amène avec un serpent qui mord dans le cou. On a une scène qui suit derrière où Strowman il va se réveiller, il est autour d'un feu, hein, c'est ça, où il y a deux gars qui l'attaquent, quoi. Deux gars du début qui reviennent. Ouais, les deux gars du début qui reviennent, quoi. Et donc voilà, mais il les fracasse assez facilement, mais il est jeté au feu. Voilà, c'est assez voilà, tout ça est assez glauque, quoi. Il y a des mecs qui prend feu. Hein. Il y a des mecs qui prend feu, ouais, quand même. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Il y a des mecs qui prend feu, quoi. Voilà. Et puis voilà, tout ça, il va y avoir Wyatt qui va attaquer le Braun Strowman avec une pagaie, qui va essayer ensuite de le noyer. Alors carrément, là, on assiste quand même à une scène de meurtre, comme ça. Je dis ça au passage, quoi. Gratuitement. Voilà, entre deux mots du play-by-play, voilà, quand même, on a une tentative de meurtre. Mais Strowman va ressortir de l'eau et Wyatt va disparaître. Il va remonter difficilement sur le ponton sous les rires des enfants qu'on connaît bien de la Firefly Funhouse, de la Wyatt Family, enfin de tout ce que vous voulez sur l'univers de Bray Wyatt. Wyatt va réapparaître avec la pagaie
Mais le gourou va revenir, il va essayer de s'écarter, il va revenir à la charge, il va lui donner plusieurs coups. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? C'est sur la fin, tout ça, quoi. Et ah oui, Strowman finalement va faire tomber Bray Wyatt dans le lac avec un big boot. Strowman, il va s'approcher du rebord pour vérifier si ça y est, c'est bien fini, que le Wyatt, il est lui aussi noyé, donc lui aussi décédé. Mais finalement, après quelques secondes, il y a une main qui réapparaît, qui attrape Strowman, et les deux, ils disparaissent au fond du lac, ou tout du moins, c'est ce qu'on en déduit. Il n'y a plus un bruit. Tout d'un coup, il y a juste une lumière rouge qui peut vous être familière, qui illumine le fond du lac. Et il y a le Fiend qui apparaît, qui lance son Let Me In. Et le pay-per-view s'achève ainsi. Papy, Oui. c'est à toi. C'est particulier. Alors, comme tu dis, c'est pas. J'aurais tendance à le situer mi-chemin entre le Boneyard et le match de Wyatt contre Cena, avec beaucoup de références, des tonnes de références à t'en faire fumer le cerveau. Effectivement, les deux gars qui attaquent, j'ai l'impression qu'il y a un des deux gars qui était sapé comme Luke Harper en plus, avec le t-shirt blanc dégueulasse, où on voit jamais son visage, à ce gars-là qui attaque Strowman. Alexa Bliss qui incarne Sister Abigail, qui fait beaucoup référence à les interactions passées entre Strowman et Alexa. Enfin, moi, pour le coup, il y avait à boire et à manger dans cette cinématique. Mais le coup de ressortir Alexa, j'ai trouvé ça super en fait, parce que, alors tu vois, je disais que j'avais du mal à croire certains trucs avant, le hype or high, tous ces trucs-là. Mais alors la partie là, bizarrement, j'y ai cru, tu vois. Ça y est, j'ai le cerveau qui était conditionné pour y croire. Et j'ai dit, putain, c'est super, ça, bravo, je suis content de y avoir pensé avant. C'était bien. Et ouais, donc la mandible claw, c'est comme ça que ça se finit en fait. C'est la mandible claw qui revient et qui fait tomber Strowman, qui déguste pendant tout le truc en fait. Il est vraiment, il est pris de partout. Il est vraiment en panique, quoi. Il se prend des coups de pelle et tout. Chaque fois qu'il découvre un truc, il y a un nouveau visage de son passé qui revient. Alors il résiste autant qu'il peut, mais je pense qu'à la fin, il succombe, quoi. Enfin, il succombe par trop de trucs, parce que c'était pas parfait. Strowman n'est pas un grand comédien. Il y a un visage assez. Enfin, il est pas très. Ouais, il joue mal la peur, je trouve, l'ami Strowman. Ou mal les interrogations, en fait. Il a vraiment un visage un peu trop fadasse. Les segments, les petits monologues de Wyatt étaient parfois un peu longs aussi. Tout n'était pas parfait, mais ouais, j'ai plutôt accroché. Puis, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'à un moment, quand tu as Strowman qui fait tomber Wyatt à l'eau, à ce moment-là, tu as le logo de la WWE qui apparaît en bas à droite. Genre, c'est fini, en fait. Et tu sais, genre, le pay-per-view est terminé, vous pouvez éteindre, ça va revenir. Et c'est à ce moment-là où tu as le Mandible Claw qui ressort et qui, tu sais, genre, tu as l'impression que c'est fini, mais non, c'est pas fini, il est toujours là. Et il fait tomber Strowman à l'eau. Et ouais, enfin, moi, en tout cas, je l'ai suivi jusqu'au bout, et plutôt à me dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est le film qui revient. Bah ouais, ouais, plutôt. Voilà, c'était pas parfait, mais en tout cas, ça m'a accroché jusqu'au bout. D'accord. Eh ben, écoute, moi, je t'avouerai que j'ai eu beaucoup de mal. Alors bon, déjà, de tous les cinétiques matchs qu'on a pu voir depuis le Corona Mania et peut-être même un peu avant, il faut le dire à nos auditeurs, il ne faut pas s'attendre à du catch traditionnel. Il n'y a à aucun moment véritablement du catch à proprement parler. Il n'y a pas, comme dans d'autres matchs comme ça, il n'y a pas de ring installé dans la propriété du gourou du Bayou. Donc voilà, tout est basé sur les mind games envers Braun Strowman, qui, comme tu le dis, justement, déguste grave. Moi, j'ai eu du mal tout du long. Voilà, effectivement, il y a des références, il y a plein de références. Donc, toi, voilà, ce qu'on fait, c'est un peu le jeu. On repère les références au fur et à mesure du déroulé des 18 minutes de match. Je sais pas. L'acting de Braun Strowman est vraiment très, très mauvais, j'ai trouvé. Ouais, il est faiblard, par rapport aux autres. Et comme quand même c'était largement concentré sur lui, sur tous les mind games autour de lui et de toutes les émotions et sensations qu'il doit ressentir tout au long de l'espèce de torture qu'il reçoit pendant tout ce temps-là. Comme il n'est pas très bon, du coup. Alors Wyatt est totalement illuminé, lui il est dans son truc. Wyatt, on sent que lui il est dans son truc, quoi. Il est capable de débouler, déballer des promos sans fin. Mais C'est son univers.
Mais ouais, voilà, ouais, lui, c'est son univers, ouais. Et c'est vrai que Strowman là-dedans, bah moi, je l'ai trouvé un peu paumé par moment. Effectivement, il y a deux trois références sympas. Effectivement, l'apparition d'Alexa Bliss est plutôt sympa. Qui elle joue bien d'ailleurs. Ouais, qui elle joue bien, ouais, mais c'était un non-title match. Ouais. Il faut croire que les cinétiques matchs, il faut absolument que ça soit les main events. Je suis pas convaincu que celui-là était forcément obligé de le mettre en main event, que peut-être en milieu de la carte, il serait bien passé. Ça aurait même fait presque une respiration. Je sais pas. J'ai eu Ouais. du mal. Moi, j'avoue que bon, les cinétiques matchs, j'en ai pas été fou depuis le début du Corona Mania et même auparavant, même si j'avais beaucoup aimé le tout premier Hardy versus Hardy, mais ça, c'était parce que c'était vraiment le tout premier et que voilà, il y avait la fraîcheur de ça. Mais après, ce qu'a pu faire la WWE, les New Day avec la Wyatt Family, Orton face à Wyatt, Orton face à Cena, le Boneyard match, tout ça. Le seul auquel je trouve un peu de. J'avais vraiment aimé, on va dire, c'était celui de WrestleMania entre Wyatt et Cena. Quoi. Bon, là, celui-là, ouais, celui-là, ok. Ah, lui, Et c'était là, là, pour moi, en fait. c'était. Ouais, ouais. Là, c'était vraiment moyen. Enfin, en tout cas, à mon goût, moi, c'était vraiment moyen. Quoi. C'était pas terminé un pay-per-view avec un main event qui m'aura Ouais. Après, emballé. Quoi. Après, le pay-per-view était vraiment vendu sur ce match finalement. Tu te rends compte au fur et à mesure du pay-per-view Et où tu as oui. énormément de références à ce match-là avec des promos, des rappels, des visuels. Le nom a été mis The Horror Show justement pour rappeler ce match-là. Et enfin, je comprends ce que tu veux dire. Ça aurait pu finalement le mettre en milieu de show et peut-être finir par exemple sur le Rollins Mysterio qui aurait pu se vendre sur un thème de l'horreur, mais non, ils l'ont fait réaliste. Donc du coup, ils pouvaient pas finir par ça. Ils pouvaient finir que sur le seul match qui était vraiment horror show. Tout comme ils avaient fini par The Greatest Match quand il y avait eu le Backlash. Ils avaient fini sur le Orton Edge parce que c'était le match du titre du show. Et puis là, je pense, enfin, moi, à la limite, quand ils décident de mettre un titre de show spécial, bah, c'est pas plus mal qu'ils finissent par ce match-là, en fait, ou par ce segment-là. Au moins, Ouais. ça donne de la Oui, cohérence oui, oui, oui. Je suis du d'accord show. là-dessus. Ouais. Ouais, je suis Mais d'accord. ouais, et ouais, j'aurais préféré aussi un peu plus de baston et ouais, qu'on a vraiment l'impression que ce soit ouais, plus qui passe à travers peut-être de la grange ou des trucs comme ça, plutôt que ça se joue à disparaître. Après, voilà, c'était peut-être l'occasion de. Enfin, là, Strowman, et comme tu dis, tu es en lumière. Donc là, il a eu sa chance. Ça s'est pas super bien passé pour lui en termes d'acting. Bah, ouais, après, Ouais. c'est si tu là, on peut pas dire qu'il ait pas sa chance, avec Wyatt, hein, Voilà, c'est sûr. Et puis c'est pas fini en plus, parce que de toute façon, voilà, le match se termine sur l'image du Fiend. Donc on sait bien qu'on va les retrouver certainement sur les alentours de SummerSlam, hein, voilà, et que la feud n'est pas terminée. Après, moi, si tu veux, on est les deux vieux en train de disserter, mais moi, je serais curieux d'avoir l'avis des jeunes sur ce genre de match, quoi, tu vois, quoi. Parce que nous, on voit ça de notre œil, en plus sur des suiveurs, voilà, depuis longtemps, et je suis curieux de voir quelle est la sensation d'un jeune face à un combat comme ça, quoi, face à un segment comme celui-ci, quoi. Et mmh voilà, je serais assez curieux. Moi, c'est vrai que bon, bah, moi, je rentre peut-être pas, tu vois, dans la comment dire? Dans la Dans le public cible, visé. Ouais. dans le public visé par la WWE sur ce genre de combat. Donc Mmh. voilà. Donc écoute, bah, voilà, ça ce pay-per-view se termine ainsi et donc nous, on va rentrer dans nos grandes traditions et donc mon papy, tu vas me donner ton top, ton flop, ta note de ce Extreme Rules 2020. Ah là là! Alors, mon top, donc c'est bien parce qu'en fait, tu vois, avant avant de commencer la chronique, l'analyse, j'avais pas encore déterminé trop mes top, flop notes. J'étais un peu encore en train d'hésiter parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui m'ont un peu, perturbé dans ce show et j'arrive pas à trop mettre le doigt dessus, mais là, en parlant, ça vient plus facilement. Donc mon top, je le donne à Nikki Cross. Nikki Cross, pourquoi? Parce que finalement, sur le papier, c'était celle qui était peut-être la moins attendue à ce niveau-là. Tu vois? Autant des Sacha, des Asuka, des Bayley, des Drew McIntyre, des même Ziggler. C'est des gens qu'on a déjà vus en main event et dont on sait ce qu'ils sont capables de faire. Et Nikki Cross, c'était un peu sa première chance, d'être, avec les grands, on va dire. Et bah, j'ai trouvé qu'elle avait assuré sa partition et que, bah, elle avait prouvé qu'elle avait sa place parmi, les alors je peux pas parler quand je dis les grands, c'est pas les grands, les légendes, hein, c'est les grands, les adultes les main eventers, on va dire, du show et que, bah, voilà, elle a assuré sa place et mérité sa place et délivré
ce qu'on attendait d'elle. Donc, félicitations Nikki Cross. Mention pour ton admission à l'étage supérieur. Eh ben, Bah oui, non, mais voilà, j'aime bien de t'entendre une petite note positive, ça fait toujours plaisir. c'est clair. Mon flop, bah du coup, je vais le donner au match Rey Mysterio Rollins. Pas pour le catch, mais vraiment pas pour le catch, hein, parce que franchement, ils ont fait du bon catch. Mais enfin, comment dire, c'est pas du bon catch. Ils ont fait de la bonne technique, voilà. Mais le catch, pour moi, c'est pas que la technique. C'est aussi nous faire rentrer dans le délire, une histoire à raconter, tout ça. Et là-dessus, ils ont pas, enfin, c'est pas forcément de leur faute. Mais les bookers, enfin, le Raw, enfin, pas Raw, putain, je dis n'importe quoi. La WWE n'a pas été au rendez-vous là-dessus, en fait. Ils m'ont pas embarqué du tout dans le match. Donc, bah voilà, je leur mets mon flop là-dessus. Et ma note, bah, je vais mettre un bon 3 quand même. C'était pas le meilleur pay-per-view depuis Corona Mania. J'ai préféré par exemple, Backlash en termes de catch notamment. Parce que justement, les histoires n'ont pas été forcément racontées jusqu'au bout. On a quelques finishes litigieux, le MVP qui se pointe là, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, tout n'était pas parfait. Le catch en lui-même était plutôt, enfin les combats en eux-mêmes étaient plutôt bons. Franchement, il y a pas de combat faible dans la carte. Donc c'est pour ça que je lui donne quand même au-dessus de la moyenne. Mais voilà, il a manqué des petites étincelles par moment. Donc voilà, un bon 3 en espérant mieux pour le prochain pay-per-view. Ok. Et toi, qu'est-ce que ça donne? Alors moi, qu'est-ce que ça donne? Alors moi, mon flop, de toute façon, il va au titre US, quoi. Enfin, au segment autour du titre US. Voilà. Ce qui s'est passé autour du titre US, pour moi, c'est une forme de foutage de gueule, on va dire. Bah ouais. Voilà, quoi. Avec ce no-show d'Apollo, voilà, à qui je n'en veux pas, hein. Pour moi, il n'est pas le responsable de, il n'est pas le responsable de cette bouse qu'on nous a donnée, quoi. Heureusement, ça a été court. Mais franchement, dans un pay-per-view, nous faire un truc pareil, quoi, tu vois, quoi. Avec, voilà, où on s'autoproclame, où on fait, enfin, où en fait, il se passe rien, il n'y a rien, où tout le monde sait, pour la plupart des gens qui suivent, que Apollo, de toute façon, il est out. Et vraiment, c'était super faible. Ça m'a pas plu. Ça n'avait rien à faire là. Voilà, j'aurais préféré autre chose. J'aurais préféré qu'on donne plus de temps aux filles et à l'opener et qu'on se passe tout simplement d'un segment autour de la ceinture US, quoi. Voilà. Mm. Et mon top, mon top, je vais le donner au match à McIntyre Ziggler. Ouais. J'aurais été pas loin de le donner à l'opener, tu vois. Oui, oui, je pensais que tu allais Presque, donner l'opener. Tu vois, je ouais, te sentais plus enjoué. j'ai presque envie de me faire plaisir. On est à catch-up et j'ai presque envie de faire un co-top, quoi. Bah, si tu veux, dans ce cas, je donne un co-flop en mettant aussi MVP le carton, voilà, le Ouais, carton le jaune, carton jaune, rouge, ouais, si tu veux. ouais. Je le rajoute aussi MVP, je donne un co-flop et comme ça, tu peux donner un co-top. Voilà, ouais, bah co-top alors à l'opener et au match. Parce que Ziggler, McIntyre, moi j'ai été hyper emballé par le match. Moi, j'ai bien aimé. Moi j'aime bien Dolph Ziggler, hein, donc déjà, et puis je suis fan de l'Écossais depuis son retour là à NXT. Là, moi, l'Écossais, de toute façon, il ne fait que m'emballer. Je ne cesse de répéter à quel point je suis triste pour lui qu'il ne connaisse pas un règne avec Ouais. un public. Mais ça viendra, ça viendra. C'est le J'espère destin, qu'il ça j'espère viendra. qu'il ne perdra pas son titre avant que le public revienne, quoi. Mais bon. Et en tout cas, ce match, voilà, avec cette fourberie du Ziggler, avec les règles, bon, alors encore une fois, hein, de l'auto-booking, mais bon, du coup, ils nous ont balancé un bon gros match, un match de championnat de 15 minutes, tout ça, moi, ça me plaît bien. Et puis voilà, un tables match. Les tables match, c'est pas tout le temps super génial. Mais là, les New Day et Cesaro Nakamura, ils en ont fait quelque chose de bien. On peut mettre Cesaro en MVP de ce match-là, parce que vraiment, Cesaro a fait une performance incroyable pendant ce match. Et voilà, et on a des beaux nouveaux champions à SmackDown dans la Tag Team Division. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, quoi. Ouais, deux matchs Euh, maîtrisés de A à Z. ouais, de maîtriser, ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Et puis bah ma note, écoute, ma note. Ouais, moi je peux pas mettre un 3 parce que moi le main event, tout ça, enfin voilà, il y a les finishes de Rey Mysterio, de Bayley Sacha, tout ça c'est compliqué pour moi. Ça a été le titre US, l'arnaque du titre US. J'aurais du mal à mettre un 3. Un 3, ça me paraît. Mais par contre, voilà, comme il y a eu des bons matchs à côté, je vais quand même lui mettre un petit peu plus que la moyenne parce que, par exemple, j'ai préféré ce pay-per-view-là à Money in the Bank.
tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est bizarre, hein, mais tu vois, je sais pas pourquoi, j'aurais du mal à C'est t'expliquer pourquoi, mais j'ai la pose préféré. d'Otis par hasard? Ouais! Ah oui, tiens, en fait, c'est vrai qu'on a un détenteur de Il est mallette, où mais Otis? où est passé cet Otis? Où est passé cet homme? Rendez-nous Otis! Allez, bon, allez, ma note, je coupe la poire en deux et je vais mettre un 2,75. Voilà. Et là, je vois qu'on a un ignoble ringside qui n'est pas loin Price! de nous. Et peut-il parler, cet homme? Il arrive juste pour le top flop note, c'est magique. Vous m'entendez? Nous Oui! entendons, Ah, monsieur. bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Bonjour. Ça va, les amis? Alors, j'arrive Ça va bien? tardivement pour Ah, gâcher la t'arrives. fin du show. On venait juste de donner notre top flop note au peuple de Catch-Up. Et le peuple sera heureux d'entendre ta voix. Oh, mon ringside. Tu me flattes, tu me flattes. En prie. Ouais. Tu veux que je donne mon top, mon flop et ma note alors? Ah, Voilà, t'arrives, Comme ça, de t'arrives but en en, blanc. t'arrives en bam, bim, bam, boum, t'arrives en plein voilà. temps. T'arrives Ouais, après un 3 et un 2,75. Un 3 et un 2,75. Ouais. Le top, je pense que je vais le donner à Bailey, qui est la meilleure heal Ah! du circuit actuellement. Ah, Mais en vrai, je crois que c'est Cesaro qui mérite le top. Ah ouais, ouais, on a Il était souligné. incroyable dans le match tag team. Hein. Ouais, on a J'espère que souligné. vous l'avez souligné effectivement. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je donne à Nikki Cross, tu vois. Tu vois, Nikki Cross était super aussi. Moi, j'ai vraiment adoré le match entre Bailey et Nikki Cross. Le match tag team était super cool aussi. Après, ça s'est gâté un petit peu. Bon, Sacha, Asuka, c'était quand même vraiment pas mal, à part le finish. Ah non, non, ouais, non, mais le match en lui-même, ouais, on a dit, hein, le match, il y a eu quelques botches et tout ça, mais effectivement, ça a été un très bon les match. matchs ont été réussis. Hein. Il y a eu quelques finishes pourris, mais sinon, le contenu des matchs était plutôt bon partout, j'ai l'impression. Ouais, le Rollins Mysterio aussi était vachement bien jusqu'au finish un peu incroyable là, avec cet œil qui pop. Et le flop, je vais le mettre par contre au match de fin, là, le cinématique Swamp Thing match, là, qui était absolument nul. Hein. C'était merdique. Merdique. Hormis, on va dire, le passage d'Alexa Bliss. Ah, Un quand petit même. peu surprenant, mais sinon, il y a quand même 5 minutes où c'est Braun Strowman attaché à une chaise, qui respire fort, et la plupart des scènes d'action, elles sont illisibles. Ils ont je pense, ni les capacités techniques, ni le talent qu'il faut pour produire ce qu'ils veulent produire là, sur un truc comme ça. J'étais vraiment très déçu par ce machin-là. La note. Ouais, il y a aussi, effectivement, je t'ai entendu, Papy, souligner l'imposture du titre US, mais ça, bon, c'est lié, je pense, à Ouais, l'alerte Covid, mais quand même. mais ils auraient pu le dire Mais avant. quand même, ouais. Franchement, Ouais, non, ça faisait mal au c'est cul quand même. abusé. Ah ouais, ça faisait super mal. Moi, j'ai mis mon flop. Hein. Enfin, d'ailleurs, Papy aussi. Papy, il a mis un co-flop. Et moi, Un co-flop, voilà. Ouais, c'est vrai que ça le vaut aussi. Hein. Ouais, bah, on va mettre à 2,75. Pas mal. C'est pas mal payé pour un show Covid qui aurait pas dû avoir lieu. Donc, non, bah, les catchers ont vraiment fait du beau boulot, je trouve. Le booking était très très discutable, l'organisation très très discutable, mais tous les catcheurs, ils ont vraiment assuré, que ce soit les filles, les mecs. Quand même, chapeau à tout le monde, ils ont l'air hyper motivés en ce moment, ça fait plaisir. Maintenant, il faudrait qu'on sorte un peu de cette période Covid là, qui nous force à nous farcir des cinématiques wrestling, en veux-tu, en voilà, et puis des bookings un peu. On s'en fout, de toute façon, il n'y a pas de public pour cracher sur la fin du match, donc on peut se Ouais, permettre à peu mais près ce qu'on veut. Et on par disait que le contre, booking a pédé parfois. le Bailey qui enfile le t-shirt plein de sueur de l'arbitre par les temps qui courent, c'était quand même dégueulasse. Ouais, c'était pas très geste barrière. C'était pas Voilà. bravo. Dire que tu donnes ton top, toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce magnifique Horror Show. Effectivement, c'était condensé. Et sur les qualités d'acteur de Braun, les mimiques faciales. C'est une catastrophe, Braun Strowman. Ah ouais, ouais. Non, ça va pas du tout. Non, mais comme je dis, il n'y a pas le talent est pas là. Donc, que ce soit au niveau de la réalisation, que ce soit au niveau de l'acting. Et puis, on fait pas un court-métrage comme ça, on réalise pas un court-métrage comme ça en 2 semaines. Hein. Faut pas rêver. Hein. Ou en même moins de 2 semaines. Là, pour ce qu'ils avaient l'ambition de faire, je répète, ils ont ni le talent, ni le temps, ni les moyens. Donc, il faut mieux partir sur un truc vraiment de série Z ou un machin complètement délire. Mais là, je me suis ennuyé devant ce truc-là, alors que j'ai vraiment plutôt passé un bon moment tout le long du show, même si parfois les finishes étaient un petit peu craignos, mais je suis très content d'avoir eu
cette double victoire Bayley-Sacha qui est amplement méritée. Et ça fait plaisir de les voir maintenant avec tout l'or du monde. Et je trouve que c'est Bayley, Sacha, les 2 meilleures heels du circuit international. Hein. Donc, respect. Et puis voilà, cette fois-ci, je ferme ma gueule, j'ai fini. Eh J'ai ben voilà. regardé, j'ai regardé Slammiversary. Ah, t'as regardé Slammiversary? Du moins le Ouais, début. mais quand on en a Ah, parlé je- dans les pronos, t'en parlais aussi. Ah, malheureusement, moi, Magnifique. j'ai vu les résultats, mais j'ai pas pu. Je pensais aller voir, mais j'ai pas encore pu. J'irai voir des highlights dans la semaine, mais là, j'ai pas pu. Ah, Ouais, apparemment, le pay-per-view a pas eu bonne presse quand même. quand je dis j'ai regardé l'Opter et Boost contre Tommy Dreamer. Contre Tommy Dreamer. Ouais. Bon, il n'y avait pas du tout de public, donc c'était pas mal. Sans punch, quoi. Hein. C'est difficile quand même les choses sans public. Bah, Et, pas du tout de public comme d'habitude à Impact, quoi, non? Ouais, c'est vrai, ça ne change pas trop, hein, Ouh. effectivement. Ouh. Mais les surprises, j'ai été tout de suite au dernier match pour regarder qui était l'invité mystère qui s'était intégré au triple menace ou Fatal 4-Way pour le titre de champion, hein, parce qu'il y avait une quatrième personne, on ne savait pas qui c'était, puis au final c'était Rich Swann. Et donc là, j'ai pas regardé le match, quoi. Et après, j'ai appris qu'il y avait Eric Young qui s'était incrusté également. Double surprise. Voilà, j'ai pas eu de regret de ne pas l'avoir regardé. Apparemment, le match est bien quand même, mais bon. Si c'est pour voir Rich Swann et Eric Young, c'est pas vraiment la peine. Il y a Yves Slater qui est arrivé aussi. Et puis évidemment, les Good Brothers qui sont là. Ouais, il s'est annoncé avant, de toute façon, donc la surprise était un peu éventée. C'est ça, donc je pense que c'est pas vraiment la peine de se taper 3 heures d'impact pour des surprises un petit peu moisies comme ça. Et puis des matchs qui étaient trop longs. Le retour des Motor City Machine les Motor City Machine Gun qui sont revenus, mais ils sont vieux maintenant, mais c'était sympa, mais le match était trop long contre les Rascals. Donc tout ça ne vous dit rien, hein, parce que personne ne les connaît, ces catcheurs d'impact. Mais ils ont fait un joli match. Motor City, je l'ai déjà vu, moi, il y a 10 ans. On en parle à catch-up, voilà, c'est comme ça. Voilà, on en parle à catch-up. Moi, je pensais que j'allais aller voir 2-3 matchs et j'ai pas eu le temps d'aller les voir, finalement. Ouais, non, mais écoutez, on n'a pas tout notre temps à perdre non plus. Hein. Mais bravo à eux, bravo à Impact, qui ont quand même fait le buzz. Voilà. Ils essaient d'exister. Mais ouais, et puis c'est bien que les fédés indépendantes, elles existent de toute façon. Quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Exactement. Donc Impact, c'est canadien maintenant en fait, hein, dorénavant. Hein. C'est vraiment une promotion canadienne en fait. Hein. Ouais. Il faut que je vous laisse. Ok. Vous accorder. Bonne soirée les amis. À bientôt. Hein. Ouais, à bientôt Inside. Merci. Je vous en prie. Il nous en prie. Oui, allez, bah voilà, de toute façon, mon papier, on a fini là. Là, je vais balancer de l'auto-promo et puis voilà, c'est comme ça qu'on va quitter le peuple de catch-up. Alors les amis, vous connaissez. Comment? Balance la sauce. Oh là. Alors c'est parti les amis, l'auto-promo de catch-up, celle que vous aimez tant, celle que vous attendez chaque semaine. Nous sommes donc présents sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr et bien évidemment YouTube. N'oubliez pas d'aller sonner la cloche, de vous abonner, de venir lire nos petits résumés, venir écouter nos reviews, SmackDown, Raw, les pay-per-view, de temps en temps la All Elite Wrestling, et puis tout ce qui va bien à propos de tout le monde du catch. Et on est sur tous les podcasts, surtout sur les podcasts. Donc vous nous trouvez sur Apple Podcast, sur PodCloud, sur Spotify, sur Deezer et sur Google Podcast. Mon vieux papy, ça a été un plaisir de reviewer cet Extreme Rules 2020 avec toi. Mais oui, j'étais extrêmement content de le faire avec toi aussi. Voilà, quoi, on est vraiment en mode papy au balcon là depuis quelques temps. Là, on vous fait du Raw, on vous fait du SmackDown, on vous fait du pay-per-view. Vous voyez quoi, pour nous, la retraite, c'est pas à 55 ans, c'est pas comme pour l'Undertaker. Mais oui, on n'arrête jamais. Et voilà, on n'arrête jamais, on est comme ça. Et ben c'est là-dessus qu'on se quitte. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Retrouvez bientôt les reviews d'Euro et de SmackDown. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton, salut à tous.
Salut, peuple de catcheurs! Ah bah, la triple frite sera arrivée, mais avec un peu de retard. Ah oui, c'était mini frites là, hein. Il restait plus beaucoup de ressources.